Le stoïcisme, bien plus qu'une philosophie ancienne, est une véritable boussole pour traverser les tempêtes du quotidien. Face à l'incertitude, à l'anxiété et aux frustrations de la vie moderne, cette sagesse millénaire offre des règles simples mais puissantes pour retrouver la paix intérieure. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 principes stoïciens capables de transformer votre façon de penser, de réagir et surtout de vivre. Il ne s'agit pas de grandes théories abstraites, mais de pratiques concrètes à appliquer chaque jour. Vous êtes peut-être à la recherche de sérénité, de clarté ou simplement d'une nouvelle manière d'aborder vos défis personnels. Ces règles stoïciennes peuvent être ce tournant. Elles vous apprendront à reprendre le contrôle sur vos émotions, à cultiver la résilience et à vous concentrer uniquement sur ce que vous pouvez vraiment maîtriser. Loin des promesses creuses de bonheur instantané, le stoïcisme vous invite à construire un état d'esprit solide et durable. Voici comment. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. La simplicité. Imagine un monde où tu pourrais être heureux simplement en changeant ta façon de voir les choses. Le stoïcisme nous apprend que le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu choisis de percevoir la vie. Les biens matériels, le statut social, les réussites extérieures, tout cela peut disparaître en un instant. Ce qui reste, c'est ta capacité à trouver la paix en toi-même, peu importe les circonstances. L'ascèse volontaire, c'est-à-dire le fait de se priver délibérément de certains excès, n'est pas une punition. Au contraire, c'est un exercice de liberté. En te détachant du superflu, tu découvres que tu n'as pas vraiment besoin de temps pour être heureux. Essaie, par exemple, de passer une journée sans ton téléphone ou de manger plus simplement. Tu verras que le confort n'est pas une nécessité, mais une habitude. Sénèque, un grand philosophe stoïcien, vivait dans une immense richesse, mais il pratiquait régulièrement la simplicité. Il s'habillait modestement, mangeait frugalement et dormait par terre de temps en temps. Pourquoi ? Pour se rappeler que le vrai bonheur ne vient pas des choses extérieures. En te privant parfois, tu renforces ton indépendance face au monde matériel. Beaucoup de gens croient qu'ils seront heureux quand ils auront plus d'argent, une plus belle maison ou une voiture plus rapide. Mais le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation. Il se cache dans la gratitude pour ce que tu as déjà. Si tu apprends à apprécier l'essentiel, un repas simple, une conversation sincère, un moment de silence, tu découvriras une joie bien plus durable. Le stoïcisme ne te demande pas de vivre comme un moine, mais de ne pas être esclave de tes désirs. Si tu dépends toujours de plus pour être heureux, tu seras éternellement insatisfait. En revanche, si tu cultives la modération, tu deviens libre. Libre de profiter de ce que tu as, sans craindre de le perdre. Libre de ne pas être contrôlé par tes envies. Pense à une chose que tu considères comme indispensable. Maintenant, imagine que tu la perds. Serais-tu capable de rester serein ? En t'entraînant à la simplicité, tu développes cette force intérieure. Tu apprends que même dans la privation, tu peux garder ta dignité et ta paix. C'est ça, la vraie liberté, ne pas être à la merci des circonstances. La société nous pousse sans cesse à consommer, à posséder toujours plus. Mais plus tu as peur de perdre. Le stoïcisme propose une autre voie, celle du détachement. Cela ne signifie pas rejeter tout confort, mais ne pas en devenir dépendant. Quand tu réalises que tu n'as besoin que de très peu pour vivre, tu te sens plus léger, plus maître de ta vie. Un exercice simple pour pratiquer cette idée. Chaque semaine, choisis une chose dont tu peux te passer. Un jour sans réseaux sociaux, un repas sans viande, une soirée sans achat. Observe comment tu te sens. Au début, ça peut être inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras une étrange sérénité. Moins tu dépends des choses, plus tu es fort. Le bonheur n'est pas une destination lointaine, c'est une manière de voyager. Si tu attends d'avoir tout pour être heureux, tu attendras toujours. Mais si tu changes ton regard, tu verras que tout ce dont tu as besoin est déjà là. La simplicité, c'est l'art de savourer l'instant présent, sans exiger plus que ce que la vie t'offre. Rappelle-toi, les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. Un coucher de soleil, un rire partagé,
Un moment de calme, voilà où se cache le vrai bonheur. Le stoïcisme nous enseigne que la richesse intérieure est bien plus puissante que toutes les possessions du monde. Et ça, personne ne pourra jamais te le prendre. Règle 2. Discipline de l'attention. Imagine ton attention comme un muscle. Plus tu le disperses, plus il s'affaiblit. Aujourd'hui, notre esprit est constamment attaqué par des notifications, des vidéos sans fin et des fils d'actualité qui défilent. Le stoïcisme nous rappelle une vérité simple. Chaque minute passée à scroller est une minute volée à ta vie réelle. Si tu ne contrôles pas ton attention, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les stoïciens parlaient déjà de discipline mentale il y a 2000 ans, mais leur message est plus pertinent que jamais. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Aujourd'hui, nous pourrions ajouter « Ce qui nous épuise, ce ne sont pas les écrans eux-mêmes, mais notre incapacité à les utiliser avec sagesse. » Reprendre le pouvoir, c'est choisir où poser ton regard et ton temps. Pense à ta journée type. Combien de fois décroches-tu ton téléphone sans même t'en rendre compte? Ces micro-distractions fragmentent ton esprit et te privent de concentration profonde. Le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir plus, mais de pouvoir se concentrer sur une seule chose à la fois. Et c'est demain. Désactive toutes les notifications non essentielles et observe comment ton niveau de présence change. La pratique stoïcienne nous invite à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Ton fil d'actualité, tu ne le contrôles pas. Mais ta manière d'interagir avec lui, ça, c'est ton choix. En fixant des limites claires, comme pas de téléphone pendant la première heure de la journée ou des plages sans écran, tu redéfinis les frontières de ta liberté mentale. Quand tu passes une soirée à sauter d'une vidéo à l'autre, que ressens-tu vraiment? Du divertissement ou de la saturation? Le problème n'est pas le contenu, mais l'état de passivité qu'il génère. Les stoïciens prônaient l'action consciente. Demande-toi toujours, est-ce que cette activité me construit ou me disperse? Parfois, regarder le vide par ta fenêtre sera bien plus régénérant qu'une heure de contenu intéressant. Un exercice puissant. Tiens un journal de tes distractions. Pendant 3 jours, note chaque fois que tu prends ton téléphone par réflexe. Sans jugement, juste en observant. Tu découvriras probablement des schémas répétitifs, l'ennui, l'inconfort social, la procrastination. Cette prise de conscience est la première étape pour reprendre ton pouvoir mental. Nos ancêtres stoïciens n'avaient pas de smartphone, mais ils connaissaient déjà l'importance de protéger leur attention. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Aujourd'hui, cette force se manifeste par ta capacité à poser ton téléphone, à fermer les onglets inutiles, à choisir délibérément ou investir ton énergie mentale. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Quand tu regardes ton écran de déverrouillage en fin de journée et que tu vois 4 heures d'utilisation, demande-toi, qu'aurais-tu pu créer, apprendre ou vivre à la place? Cela ne signifie pas bannir la technologie, mais la domestiquer. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Commence petit. 1 jour par semaine sans réseaux sociaux. Une pièce de ta maison déclarée zone sans écran. Le stoïcisme n'exige pas la perfection, mais la progression. À chaque fois que tu résistes à l'envie de vérifier ton téléphone, tu renforces ton self-control comme un muscle. Et comme tout entraînement, ça devient plus facile avec la pratique. Ta vie mérite mieux qu'un flux incessant de contenu jetable. En disciplinant ton attention, tu ne perds pas des distractions. Tu gagnes du temps pour ce qui compte vraiment. Des conversations profondes, des projets qui te passionnent, des moments de pure présence. C'est ça, l'héritage ultime du stoïcisme, la reconquête de ton expérience vécue, minute après minute. Règle 3. Réduire ses attentes renforce la satisfaction. Imagine un jardinier qui passe son temps à rêver de roses alors qu'il cultive des tournesols. Il ne remarque même pas la beauté de ces fleurs jaunes qui dansent avec le soleil. Le stoïcisme nous enseigne cette sagesse pratique. Moins tu attends, plus tu apprécies ce qui est déjà devant toi.
Nos déceptions viennent rarement de la réalité, mais de nos attentes démesurées envers elle. Prends l'exemple des relations humaines. Combien de fois es-tu frustré parce que quelqu'un n'a pas agi comme tu l'espérais? Le problème n'est pas leur comportement, mais ton scénario idéal que la réalité n'a pas suivi. En acceptant que chaque personne ait ses limites et son libre arbitre, tu te libères d'une source constante de tension. Essaie aujourd'hui. Dans chaque interaction, attends-toi simplement à de l'authenticité, pas à la perfection. La société moderne nous conditionne à toujours vouloir plus. Un meilleur travail, une maison plus grande, des relations plus intenses. Cette course sans fin est épuisante. Les stoïciens proposent une alternative radicale. Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà. Avant de dormir, note 3 choses simples qui t'ont apporté de la joie dans ta journée. Tu découvriras que le bonheur se cache souvent dans ce que tu prenais pour acquis. Quand tu réduis tes attentes, tu fais un cadeau à ton futur toi. Au lieu d'imaginer comment les choses devraient être, tu deviens curieux de comment elles sont vraiment. Cette ouverture d'esprit transforme les déceptions potentielles en occasion d'apprentissage. Un rendez-vous raté? Peut-être une bonne histoire à raconter. Un projet qui échoue? Une leçon précieuse pour la prochaine fois. Le stoïcisme ne suggère pas de renoncer à tes rêves, mais de distinguer ce que tu peux contrôler de ce qui ne dépend pas de toi. Tu peux préparer soigneusement un entretien, mais pas forcer l'employeur à te choisir. Tu peux semer des graines avec amour, mais pas contrôler la météo. En concentrant ton énergie sur tes actions plutôt que sur les résultats, tu cultives une paix intérieure inébranlable. Observe la nature. Un arbre ne s'énerve pas parce qu'il ne porte pas encore de fruits. Il suit simplement son rythme, confiant dans le processus. Nous pourrions apprendre de cette patience. Quand tu te surprends impatiente contre la vie, rappelle-toi que tout vient en son temps. Les meilleures choses arrivent souvent quand on cesse de les poursuivre désespérément. Un exercice puissant. Pendant une semaine, pratique l'étonnement volontaire. Aborde chaque situation comme si tu la découvrais pour la première fois, sans préjuger sur comment elle devrait se passer. Tu verras combien la réalité peut être intéressante quand on cesse de lui imposer nos conditions. Une file d'attente devient l'occasion de respirer, un retard de train un moment inattendu pour réfléchir. Les attentes sont comme des lunettes teintées. Elles colorent tout ce que tu vois. En les retirant, le monde apparaît tel qu'il est, ni parfait ni horrible, mais toujours riche de possibilités. Le stoïcisme nous invite à cette lucidité. La vie ne nous doit rien, mais nous offre d'innombrables occasions d'apprendre et de grandir, si nous savons les voir. Commence petit. Aujourd'hui, choisis une seule situation où tu vas intentionnellement baisser tes attentes. Peut-être ce café qui ne sera pas parfait, cette sortie qui ne se déroulera pas comme prévu. Entraîne-toi à apprécier ce qui est, plutôt qu'à regretter ce qui pourrait être. Comme un jardinier savoure chaque fleur différente, tu découvriras la beauté des choses imparfaites mais réelles. Au final, réduire ses attentes ne signifie pas renoncer à la joie. C'est au contraire la voie la plus sûre pour la trouver. Quand tu cesses de comparer la réalité à tes fantasmes, tu ouvres les yeux sur l'abondance qui t'entoure déjà. Et ça, c'est une leçon que les stoïciens comprenaient profondément. La satisfaction ne vient pas d'avoir exactement ce qu'on veut, mais de vouloir profondément ce qu'on a. Règle 4. Face à l'adversité, adoptez la gratitude. Quand la vie te donne des citrons, le stoïcisme ne te dit pas simplement de faire de la limonade. Il t'apprend à apprécier d'avoir des citrons alors que tu pourrais n'avoir rien du tout. Face aux difficultés, notre premier réflexe est souvent de nous focaliser sur ce qui manque. Mais si tu changes de perspective, tu découvriras toujours des raisons de gratitude qui rendent la charge plus légère. Prenons un exemple concret. Tu traverses une période stressante au travail. Au lieu de ruminer sur les problèmes, fais l'inventaire de ce qui va bien. Tu as un toit, des collègues avec qui partager cette épreuve, un corps capable de travailler. Ces évidences deviennent magiques quand on prend le temps de les remarquer. La gratitude n'efface pas les défis, mais elle change leur poids dans ton esprit. Les stoïciens pratiquaient un exercice redoutable, la préméditatio malorum. Ils imaginaient perdre ce qu'ils aimaient, santé, proches, confort. Pas par pessimisme,
mais pour mieux apprécier ces dons tant qu'ils étaient là. Essaie cet exercice modifié. Chaque matin, pense à une chose précieuse que tu pourrais perdre. Ensuite, réalise avec joie qu'elle est encore là. Tu verras ton quotidien s'illuminer. La douleur mentale agit comme une tache d'encre. Plus tu la regardes, plus elle s'étend. La gratitude est le contrepoison. Quand tu ressens une émotion difficile, cherche immédiatement 3 choses concrètes pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Ton esprit ne peut pas maintenir 2 états opposés en même temps. En occupant ton attention avec de la gratitude, tu réduis l'espace laissé à la souffrance. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, gardait cette habitude. Le matin, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent. Plutôt que de s'en offusquer, il y voyait l'occasion de pratiquer la patience. Nous pouvons appliquer cette sagesse autrement. Chaque obstacle devient une chance d'exercer notre gratitude pour ce que l'épreuve ne nous a pas encore pris. La gratitude stoïcienne n'est pas de la positivité toxique. Il ne s'agit pas de nier la difficulté, mais de la contextualiser. Un jour de pluie est plus supportable quand on se souvient des précédents jours de soleil et qu'on sait que le beau temps reviendra. De même, en ancrant ton esprit dans ce qui reste bon malgré tout, tu gardes l'équilibre émotionnel. Pratique ce rituel le soir. Avant de dormir, passe en revue ta journée et identifie non pas ce qui fut parfait, mais ce qui fut acceptable. Ce repas simple mais nourrissant, cette conversation brève mais sincère, ce moment où tu as pu respirer calmement. En entraînant ton esprit à repérer ces petits cadeaux, tu développes une résilience naturelle. Quand l'adversité frappe, pose-toi cette question stoïcienne. Qu'est-ce que cette situation m'oblige à apprécier davantage ? Une maladie rend la santé précieuse, une dispute souligne l'importance de la paix, une perte matérielle révèle la valeur de ce qu'il nous reste. La gratitude transforme ainsi chaque épreuve en professeur. Certains jours, trouver des raisons d'être reconnaissant semble impossible. C'est précisément alors qu'il faut chercher les plus basiques. Pouvoir respirer sans machine, avoir de l'eau potable, un endroit sûr où dormir. Le stoïcisme nous rappelle que ce que nous considérons comme acquis serait un miracle pour beaucoup. Finalement, la gratitude est une arme secrète contre l'adversité. Elle ne change pas les faits, mais change tout dans la manière de les vivre. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. En choisissant l'opinion de la gratitude, tu choisis une forme de liberté que rien ni personne ne peut enlever. Règle 5. Unité d'action. Il y a une magie cachée dans les gestes les plus simples de ta journée. Le stoïcisme nous révèle un secret. Quand tu plies une chemise avec toute ton attention, tu ne fais pas que du rangement, tu t'entraînes à vivre pleinement. Chaque activité, aussi banale soit-elle, devient une occasion de cultiver la présence et l'excellence. C'est ça, l'unité d'action. Ne faire qu'une chose à la fois, mais la faire complètement. Prends l'exemple de te brosser les dents ce matin. Où était ton esprit? Probablement déjà dans ta to-do list, tes soucis ou ton prochain rendez-vous. Maintenant imagine faire cet acte simple avec toute ta conscience. Sentir le goût du dentifrice, le mouvement de ta main, l'eau fraîche dans ta bouche. Soudain, ce moment anodin devient une méditation, une petite victoire sur le chaos mental. Les stoïciens comprenaient que la qualité de notre vie se mesure à la qualité de notre attention. Marc Aurèle écrivait « Fais immédiatement ce que tu fais ». Pas de demi-mesure, pas de division. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu écoutes, écoute vraiment. Cette pratique transforme les routines en rituels sacrés où tu reprends possession de ton existence, instant après instant. Notre monde moderne nous vole cette unité. Nous mangeons en scrollant, écoutons des podcasts en travaillant, parlons à nos proches tout en pensant à autre chose. Résultat, nous vivons à moitié, dispersés, jamais vraiment présents nulle part. L'unité d'action est une rébellion contre ce fractionnement. Elle te rend maître de ton expérience au lieu d'en être le spectateur distrait. Essaie cet exercice aujourd'hui. Choisis une activité simple. Faire ton lit, laver la vaisselle, marcher jusqu'à la boulangerie. Engage-toi à n'y penser à rien d'autre. Quand ton esprit divague, et il le fera,
Ramène-le doucement à la tâche. Au début, ce sera difficile. Puis tu découvriras un calme étrange dans cette simplicité. Comme un muscle, ton attention se renforcera avec la pratique. Le génie de l'unité d'action réside dans son accessibilité. Pas besoin de retraite dans un monastère ou de heures de méditation. Tu peux t'entraîner en versant ton café, en nouant tes lacets, en fermant une porte. Chaque geste devient ton professeur. La maîtrise de la vie commence par la maîtrise de ces micro-moments que nous négligeons habituellement. Attention, l'unité d'action n'est pas du perfectionnisme. Il ne s'agit pas de bien plier chaque t-shirt, mais d'être pleinement là en le faisant. Parfois la chemise sera mal pliée. Peu importe. Ce qui compte, c'est que ton esprit n'était pas ailleurs. C'est cette qualité de présence qui, accumulée, transforme toute une existence. Observe un enfant absorbé par un jeu simple, des cailloux, une flaque d'eau. Il incarne naturellement cette unité que nous avons perdue. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette concentration joyeuse, non par infantilisation, mais par sagesse. Ce qui semble être juste balayer le sol devient alors une danse méditative où corps et esprit s'unissent. Quand tu pratiques l'unité d'action, tu découvres un paradoxe. En te concentrant sur un seul point, le monde entier s'élargit. Les couleurs semblent plus vives, les saveurs plus intenses, les moments plus riches. C'est l'antidote au sentiment de passer à côté de sa propre vie. Comme le disait Épictète, nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter davantage. Peut-être avons-nous aussi un seul esprit pour ne faire qu'une chose à la fois. Commence petit, mais commence aujourd'hui. Choisis un seul acte quotidien que tu feras désormais en pleine conscience. Peu importe lequel. Boire ton premier verre d'eau, attacher tes chaussures, allumer une bougie. Fais-le comme si ta vie entière en dépendait. Car en un sens, c'est vrai, une vie n'est après tout qu'une succession de présents. Les maîtriser un à un, c'est maîtriser le tout. Règle 6. Connexion à la nature et cohérence personnelle. Regarde un arbre en automne. Sans résistance, il laisse tomber ses feuilles, sachant qu'elles repousseront au printemps. Le stoïcisme nous enseigne cette même sagesse. En observant les cycles naturels, nous apprenons à accepter les changements de la vie avec sérénité. La nature ne se bat pas contre l'hiver, ne pleure pas ses feuilles mortes. Elle suit simplement son cours, confiante dans le processus. Et si nous faisions de même? Marcher pieds nus dans l'herbe, observer les nuages, sentir le rythme des marées. Ces expériences simples nous rappellent notre place dans le grand tout. Nous ne sommes pas maîtres de l'univers, mais participants à son harmonie. Cette prise de conscience naturelle cultive une humilité salutaire. Nos problèmes, si grands nous semble-t-il, deviennent plus légers quand on les contemple sous un ciel étoilé. La nature est le meilleur miroir de nos valeurs. Un ruisseau ne trahit jamais son cours, un oiseau chante sans se soucier des critiques. Pourquoi l'homme, seul être vivant, doute-t-il autant de sa voix? En te connectant régulièrement à la nature, tu retrouves cette cohérence perdue. Tes actions s'alignent plus naturellement avec tes principes, comme une rivière qui coule vers la mer sans hésitation. Pratique ceci. Chaque semaine, passe du temps dans un espace naturel sans autre but que d'observer. Note comment les éléments interagissent, le vent avec les branches, les fourmis avec leurs colonies. Puis demande-toi, où dans ma vie puis-je imiter cette fluidité? Où suis-je en résistance inutile comme un rocher obstiné dans le courant? La nature devient ainsi ton guide vers plus d'authenticité. Les saisons nous enseignent l'art du lâcher-prise. L'hiver semble dur, mais il prépare le renouveau. Nos périodes difficiles ont ce même potentiel si nous savons les accueillir. Un stoïcien dirait, ce n'est pas l'obstacle qui compte, mais la manière dont tu l'utilises pour grandir. Comme la graine a besoin de terre noire, nos défis nourrissent une force que le confort ne pourrait jamais offrir. Ton corps lui-même est nature, battement de cœur, cycle de sommeil, rythme biologique. Quand tu t'écartes trop de ces cadences naturelles, ton être tout entier proteste. Insomnie, stress, mal-être sont souvent des signaux. Tu as perdu ta connexion essentielle. Réapprends à écouter ton corps comme tu observerais un paysage, avec bienveillance et sans jugement.
La fermeté intérieure ne vient pas de la rigidité, mais de la souplesse consciente. Regarde les roseaux, ils plient sous la tempête mais ne rompent pas. Cette flexibilité ancrée est ce que le stoïcisme appelle la vertu. Agir selon ses valeurs tout en s'adaptant aux circonstances. Plus tu t'inspires des lois naturelles, plus cette force tranquille grandit en toi. Essaie cet exercice par temps de trouble. Trouve un élément naturel qui reflète ton état intérieur. Un ciel orageux, une mer agitée, puis contemple comment cet élément gère la situation. La tempête finit par passer, les vagues s'apaisent toujours. Cette simple observation t'ancrera dans une perspective plus large, réduisant l'intensité de tes émotions. Nous avons cru pouvoir dominer la nature, mais c'est en la servant que nous trouvons notre équilibre. Les stoïciens l'avaient compris, vivre selon la nature, c'est vivre selon la raison. Pas de contradiction entre les deux, car les lois du monde extérieur et celles de notre meilleur moi suivent la même logique universelle. Commence aujourd'hui. Ouvre ta fenêtre et respire profondément. Marche dans un parc en silence. Touche l'écorce d'un arbre. Ces petits actes recréent le lien perdu. Et souviens-toi, tu n'es pas dans la nature, tu es la nature. Quand cette vérité cesse d'être une pensée pour devenir une sensation corporelle, ta vie entière gagne en cohérence et en paix. Lorsque nous marchons en forêt, nos pas s'accordent instinctivement au rythme de la terre, comme si notre corps se souvenait d'un langage oublié. Les arbres ne jugent pas nos erreurs, le vent n'exige rien de nous, et cette absence de pression extérieure libère l'esprit. Le stoïcisme nous rappelle que nous sommes des fragments de cet ordre naturel, et que nos turbulences intérieures s'apaisent lorsque nous cessons de nous croire séparés du tout. Observer un coucher de soleil sans prendre de photos, écouter le chant des oiseaux sans chercher à l'identifier, c'est pratiquer une forme de méditation active. Ces instants de pure présence rééquilibrent notre relation au temps, nous arrachant à l'urgence artificielle des écrans pour nous replacer dans le flux patient de la vie. La nature ne connaît ni procrastination ni précipitation, seulement le moment parfait pour chaque chose. La graine germe quand il faut, l'ours hiberne quand il doit. En imitant cette confiance dans les cycles, nous découvrons que nos propres saisons intérieures, enthousiasme, doute, repos, ont aussi leur raison d'être. Prends l'exemple des marées. Leur mouvement perpétuel enseigne l'art de lâcher prise sans renoncer à son essence. L'eau se retire mais revient toujours, tout comme nos énergies fluctuent sans jamais disparaître. Applique cette sagesse aux défis professionnels ou relationnels. Certaines situations demandent un reflux temporaire pour mieux revenir en force. Les stoïciens voyaient dans ces phénomènes naturels des métaphores vivantes de la résilience humaine. Quand tu te sens épuisé, souviens-toi que même l'océan a ses moments de calme plat, sans perdre pourtant sa puissance potentielle. Cette perspective empêche de confondre une phase difficile avec un état définitif. La prochaine fois qu'une vague d'adversité te submerge, observe comment la mer absorbe les tempêtes sans cesser d'être elle-même. Et inspire-toi de cette flexibilité indestructible. Regarde comment les écosystèmes collaborent silencieusement. Les abeilles pollinisent les fleurs qui nourrissent les oiseaux dont les excréments fertilisent le sol. Chaque élément sert un tout sans perdre son identité. Notre société moderne nous a fait oublier cette interdépendance harmonieuse, nous isolant dans l'illusion de l'autosuffisance. Le stoïcisme, au contraire, célèbre la sympatheia, cette interconnexion universelle où nos actions résonnent bien au-delà de nous. Quand tu plantes un arbre, tu ne le fais pas seulement pour toi, mais pour les générations futures et l'équilibre climatique. Cette conscience élargie transforme les petits gestes en actes philosophiques. Et c'est demain, en buvant ton café, pense au voyage des grains depuis leur terre natale jusqu'à ta tasse, et à tous les êtres qui ont rendu ce moment possible. Cette gratitude élargie dissout le sentiment de solitude existentielle. Les arbres enseignent une leçon magistrale sur l'enracinement et l'adaptation. Leurs racines s'ancrent profondément tandis que leurs branches dansent avec les vents changeants. Nous pourrions en faire autant, cultiver des valeurs solides tout en restant flexibles dans nos approches. Trop de rigidité mène à la cassure, trop de superficialité à l'arrachage. Trouve ton équilibre entre fermeté intérieure et souplesse comportementale, comme un saule pleureur dont la grâce cache une résistance insoupçonnée.
Quand tu doutes de ta direction, pose-toi cette double question stoïcienne. Quelles sont mes racines indéracinables? Et comment puis-je m'incliner sans rompre face à cette épreuve? La nature excelle dans ses paradoxes, douceur et force, persévérance et lâcher-prise, et nous montre qu'ils ne s'opposent pas, mais se complètent. Le cycle lunaire illustre parfaitement l'acceptation des phases obscures. La Lune ne s'excuse pas de ses quartiers sombres, ne force pas sa luminosité. Elle suit simplement son orbite avec une patience cosmique. Combien de fois nous maudissons nos propres nuits intérieures, ces périodes de doute ou de faible productivité. Pourtant, comme la Lune, nous avons droit à ces phases de recul nécessaires. Les stoïciens recommandaient de vivre selon la nature, ce qui inclut respecter nos rythmes biologiques et psychologiques plutôt que les nier. Essaie pendant un mois. Note tes énergies fluctuantes comme un astronome observerait les phases lunaires. Tu découvriras peut-être que tes creux précèdent toujours des pics créatifs, que tes doutes préparent des clarifications. En harmonisant tes attentes avec ces cycles personnels, tu réduis la frustration et cultives une persévérance plus intelligente. L'eau d'une rivière ne résiste pas aux rochers. Elle les contourne ou les use avec le temps, sculptant des canyons sans effort apparent. Cette fluidité stratégique inspire une approche stoïcienne des obstacles. Plutôt que de heurter frontalement les problèmes, cherchez le chemin du moindre effort qui mène quand même au but. Quand tu te retrouves bloqué dans un projet, demande-toi, comment l'eau aborderait-elle cette situation? Parfois, la solution consiste à changer légèrement d'angle plutôt qu'à forcer inutilement. Cette mentalité préserve ton énergie pour les batailles essentielles, tout en maintenant ton cap global vers la mer, tes objectifs fondamentaux. Observe aussi comment la rivière garde sa pureté en mouvement constant. L'eau stagnante croupit, tout comme nos esprits s'enlisent dans la routine. Le mouvement perpétuel de la nature nous rappelle que la croissance exige un flux continu d'expérience et de remise en question. Les saisons démontrent que toute fin contient déjà son recommencement. L'automne semble une mort, mais il prépare activement le printemps suivant. De même, nos fins, pertes, échecs, ruptures, portent en germe des renouveaux invisibles. La clé stoïcienne consiste à coopérer avec ce processus au lieu de le combattre. Quand un chapitre se ferme, au lieu de t'accrocher désespérément aux pages passées, demande « Quelle graine cette expérience a-t-elle semé en moi ?» L'hiver n'est pas l'ennemi de la vie, mais son allié nécessaire. Tout comme nos périodes de repli permettent une régénération essentielle. Imite les arbres qui stockent discrètement leurs réserves durant le froid. Utilise tes phases creuses pour consolider tes ressources intérieures. Ainsi, quand ton printemps personnel reviendra, et il reviendra toujours, tu seras prêt à fleurir avec une vigueur renouvelée. Le vol des oiseaux migrateurs illustre une autre leçon vitale, l'art de naviguer par temps incertain. Sans carte ni GPS, ils suivent une boussole intérieure infaillible à travers tempêtes et vents contraires. Nous possédons cette même guidance intuitive, mais le bruit mental la couvre souvent. La pratique stoïcienne de la méditation vise précisément à retrouver ce contact avec notre sagesse interne. Quand tu te sens perdu, prends 10 minutes pour te connecter à ta respiration comme un oiseau se calerait sur le rythme du vent. Puis pose-toi cette question simple. Quel serait le prochain petit pas naturel? Sans forcer de grands plans, sans anticiper toute la route, juste la prochaine action alignée, puis la suivante. Comme les migrateurs, tu découvriras que les obstacles évités en cours de route faisaient partie du trajet nécessaire. L'aube et le crépuscule offrent des masterclass quotidiennes sur les transitions harmonieuses. Contrairement aux interruptions brutales de nos réveils matins, la lumière naturelle opère par gradations subtiles, préparant doucement corps et esprit au changement. Nous gagnerions à imiter cette progressivité dans nos propres transitions, entre travail et repos, entre activité et sommeil, entre relation et solitude. Au lieu de passer brutalement d'un état à l'autre, crée des rituels tampons. Une tasse de thé pour clore la journée de travail, 3 respirations profondes avant d'entrer chez toi le soir, une page de journal pour accueillir le matin. Ces crépuscules personnels adoucissent les frontières de ton existence, réduisant le stress des changements de rôle. Observe comment la nature évite les cassures nettes. Il n'y a pas de ligne précise où la nuit devient jour, où l'été bascule en automne.
Tes propres transformations gagnent en fluidité quand tu respectes ces phases intermédiaires trop souvent négligées. Le silence naturel, distinct de l'absence de bruit, constitue peut-être le meilleur professeur de présence. Dans les bois, ce silence palpite de 1000 petits sons, craquements, froissements, gazouillis lointains. Il ne s'agit pas de vide, mais de plénitude attentive. Ce silence-là nous apprend à écouter au-delà des mots, à percevoir le non-dit dans nos relations, l'intention derrière les actions. Pratique régulièrement des bains de silence naturel, non pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir avec des sens aiguisés. Tu découvriras que beaucoup de tes problèmes étaient en réalité du bruit mental superflu, des inquiétudes qui se dissipent quand on cesse de les alimenter. Comme le dit un proverbe stoïcien, « Si tu veux entendre la vérité, arrête de parler ». Le silence des espaces sauvages nous ramène à cette vérité essentielle. Nous sommes à la fois insignifiants et parfaitement à notre place dans le grand tissu cosmique. Enfin, considère la manière dont la nature recycle tout sans exception. Les feuilles mortes deviennent humus, les carcasses nourrissent de nouvelles vies. Rien ne se perd, tout se transforme, y compris nos échecs et nos douleurs. Ce qui te semble aujourd'hui un déchet émotionnel ou une expérience stérile contient peut-être les nutriments de ta prochaine croissance. Le stoïcisme pousse cette logique jusqu'à considérer les obstacles comme du combustible pour progresser. Quand tu subis un revers, demande « Comment ceci peut-il m'enrichir plutôt que m'appauvrir ? Quel humus puis-je tirer de cette chute ?» Ainsi, même les expériences les plus amères trouvent leur place dans le grand cycle de ta maturation personnelle. La nature ne connaît pas de déchets définitifs, seulement des matières en attente de réinvention. En adoptant cette vision, tu transformes chaque revers en semence et chaque fin en promesse de recommencement. Règle 7. Les critiques blessent seulement si on leur accorde de l'importance. Quand quelqu'un te critique, c'est comme si cette personne te lançait une balle. Mais voici le secret, tu n'es pas obligé de l'attraper. Le stoïcisme nous apprend que les jugements des autres ne nous définissent pas, à moins que nous choisissions de leur donner ce pouvoir. Imagine que chaque critique est un cadeau empoisonné. Tu peux refuser de l'accepter et ainsi garder ton équilibre intérieur intact. Les mots blessants ressemblent à des flèches. Elles ne peuvent te toucher que si tu te places devant la cible. Marc Aurèle avait cette image puissante. Si quelqu'un te dit du mal de toi, c'est son problème, pas le tien. En d'autres termes, ce que les autres pensent de toi les concerne bien plus que toi. Leurs jugements révèlent souvent leurs propres insécurités, leurs peurs ou leurs limites. La prochaine fois qu'on te critique, demande-toi, est-ce que cette personne est vraiment qualifiée pour juger ce qu'elle critique ? Prenons un exemple concret. Si ton patron te reproche d'être trop lent, avant de te sentir attaqué, analyse objectivement la situation. Est-ce un fait vérifiable ou son impression personnelle ? Peut-être est-il simplement stressé par des délais serrés. Le stoïcisme nous encourage à cette objectivité. Séparer les faits des interprétations et reconnaître que les critiques disent souvent plus sur l'état mental du critiqueur que sur ta valeur réelle. Un exercice puissant consiste à pratiquer l'examen des 3 filtres avant de réagir à une critique. Premier filtre. Cette critique est-elle vraie ? Deuxième filtre. Est-elle utile ? Troisième filtre. Vient-elle d'une source respectable ? Si la critique ne passe pas au moins 2 de ces filtres, elle ne mérite probablement pas ton attention. Cette méthode stoïcienne t'évite de gaspiller ton énergie émotionnelle sur des jugements insignifiants. Imagine que tu es un rocher au bord de la mer. Les vagues, les critiques, viennent frapper ta surface, mais ne t'érode pas parce que tu restes solide dans ta nature. C'est cette fermeté intérieure que les stoïciens appelaient ataraxie, la tranquillité d'âme qui persiste malgré les circonstances extérieures. Plus tu développes cette force, moins les opinions aléatoires ont de prise sur toi. Les enfants peuvent nous enseigner une leçon précieuse ici. Observe comment un enfant oublie rapidement les remarques désagréables, il pleut peut-être un instant, puis passe à autre chose. Nous, adultes, avons perdu cette capacité naturelle à laisser glisser. Le stoïcisme nous invite à retrouver cette légèreté en comprenant que la plupart des critiques ne valent pas la peine qu'on s'y attarde. Quand Épictète, le philosophe esclave, entendait des insultes, il répondait «
tu dois me connaître mieux que je ne me connais moi-même pour dire cela. Cette réponse pleine d'ironie montre bien comment désamorcer les attaques verbales. En refusant de prendre au sérieux ce qui ne mérite pas de sérieux, tu gardes le contrôle de ton état émotionnel. La société actuelle, avec les réseaux sociaux, nous expose à un déluge permanent de jugements. C'est précisément pourquoi la sagesse stoïcienne est plus utile que jamais. Rappelle-toi, personne n'a le droit de te faire sentir inférieur sans ton consentement. Les likes et les commentaires ne mesurent pas ta valeur humaine. Ta véritable estime de soi doit venir de l'intérieur, de l'alignement avec tes principes, pas de l'approbation externe. Un autre outil stoïcien consiste à imaginer que toute critique est un entraînement pour ton caractère. Comme un athlète a besoin de résistance pour se renforcer, ton âme a besoin de ces défis pour développer sa résilience. Chaque fois que tu subis un jugement injuste, considère-le comme une occasion de pratiquer la maîtrise de soi et le discernement. Enfin, souviens-toi de cette vérité simple. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent de toi, mais tu peux toujours contrôler comment tu le reçois. Entre le stimulus, la critique et ta réponse, il y a un espace de liberté où tu peux choisir ton attitude. C'est dans cet espace que réside toute ta puissance, et c'est précisément là que le stoïcisme t'invite à exercer ton pouvoir de choix. La première réaction face à une critique est souvent émotionnelle. C'est normal, nous sommes humains. Mais le stoïcisme nous enseigne à insérer une pause entre cette réaction initiale et notre réponse. Cette pause, même de quelques secondes, est l'espace où la sagesse peut s'exprimer. Pendant ce bref instant, demande-toi, cette critique contient-elle une part de vérité utile à ma croissance? Si oui, extrais ce précieux minerai et laisse le reste. Sinon, laisse-la passer comme un nuage dans le ciel. Cette pratique transforme chaque critique en opportunité d'apprendre plutôt qu'en blessure. Les jugements négatifs nous atteignent surtout quand ils touchent des zones où nous doutons déjà de nous-mêmes. C'est pourquoi la connaissance de soi est notre meilleure armure. Quand tu es solidement ancré dans tes valeurs et conscient de tes limites, les remarques extérieures perdent leur pouvoir de nuisance. Un exercice stoïcien puissant consiste à dresser régulièrement la liste de tes qualités et défauts réels, non pour te juger, mais pour établir une base objective. Ainsi, quand une critique survient, tu peux la comparer à cette auto-évaluation honnête plutôt qu'à ton ego sensible. Imagine que chaque personne porte des lunettes teintées par ses expériences passées, ses peurs et ses attentes. Quand on te critique, c'est à travers ce filtre déformant qu'on te perçoit. Comprendre cela permet de prendre du recul. Ce n'est pas toi qu'on attaque, mais une version de toi qui existe dans l'esprit de l'autre. Le stoïcien Épictète disait « Si quelqu'un te dit qu'on parle mal de toi, ne te défends pas contre les propos, mais réponds « Il ignore sûrement mes autres défauts », sans quoi il n'aurait pas mentionné que cela. Cette réponse humoristique montre bien comment désamorcer les critiques par le détachement. Dans la Rome antique, les généraux victorieux subissaient une curieuse tradition lors de leur triomphe. Un esclave se tenait derrière eux pour leur murmurer à l'oreille « Respice post te. Hominem te memento. Regarde derrière toi. Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. » Cette pratique stoïcienne avant leur rappelait que les louanges comme les critiques sont éphémères. Applique cette sagesse. Quand on te critique durement, souviens-toi que ce jugement n'est pas éternel. Quand on te complimente excessivement, rappelle-toi que ce n'est pas définitif. Cette perspective tempère les émotions extrêmes. Les critiques publiques sont particulièrement difficiles à supporter car elles menacent notre image sociale. Pourtant, le stoïcisme nous invite. Règle 8. La liberté ultime, maîtriser ce qui dépend de nous. Le pouvoir le plus précieux que tu possèdes est invisible. C'est ta capacité à choisir où diriger ton attention et ton énergie. Le stoïcisme trace une ligne claire entre deux territoires, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos jugements, nos valeurs, nos intentions nous appartiennent totalement. Les événements extérieurs, les opinions d'autrui, les circonstances de la vie échappent à notre contrôle. Cette distinction simple mais profonde est la clé d'une liberté intérieure que rien ne peut briser. Prends un exemple concret. Tu prépares un important entretien d'embauche. Ce qui dépend de toi, ta préparation, ton attitude, la clarté de ton discours.
Ce qui ne dépend pas de toi, l'humeur du recruteur ce jour-là, les autres candidats, la décision finale. En investissant toute ton énergie dans le premier domaine, ce que tu contrôles, tu maximises tes chances sans te consumer inutilement dans l'anxiété du résultat. Le stoïcien Épictète, né esclave, avait compris cette vérité. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. La société moderne nous conditionne à l'inverse, à nous sentir responsables de tout et à vouloir tout contrôler. Résultat, un épuisement constant. Observe comment les enfants vivent naturellement cette sagesse. Ils pleurent quand ils ont mal, puis passent à autre chose, sans ruminer. Nous pourrions réapprendre cette fluidité en acceptant que certaines choses soient simplement comme elles sont. Et c'est aujourd'hui. Face à une difficulté, demande-toi immédiatement quel aspect de cela puis-je réellement influencer. Et concentre-toi uniquement là-dessus. Nos émotions elles-mêmes suivent cette logique. Tu ne contrôles pas l'émotion spontanée qui surgit, peur, colère, tristesse, mais tu contrôles complètement comment tu y réponds. Entre le stimulus et ta réaction, il existe un espace de choix infime mais crucial. C'est là que réside toute ta puissance. Les stoïciens appelaient cela le commandement interne. Cette petite voix qui décide si tu vas nourrir la colère ou la transformer en action constructive, si tu vas t'apitoyer ou chercher des solutions. Imagine ton esprit comme une forteresse avec un pont-levis. À l'intérieur, tes valeurs et tes choix inviolables. À l'extérieur, le chaos du monde. Tu peux observer ce chaos, interagir avec lui, mais toujours garder la capacité de relever le pont. C'est cette frontière mentale que tant de gens négligent, laissant les soucis extérieurs envahir leur espace intime. Un exercice pratique dresse une liste physique avec 2 colonnes, ce que je contrôle et ce que je ne contrôle pas. Cette simple matérialisation t'aidera à recentrer ton énergie. Les relations humaines deviennent plus paisibles quand on applique ce principe. Tu ne contrôles pas comment les autres te perçoivent ou te traitent, mais tu contrôles comment tu les traites et si tu acceptes leur comportement toxique. Cette prise de conscience libère d'une pression immense. Tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde ou de changer ceux qui ne veulent pas changer. Tu te concentres sur ton propre caractère, la seule chose que tu peux véritablement améliorer. Comme le disait Marc Aurèle, sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste debout et autour de lui, le tumulte des eaux s'apaise. Cette distinction stoïcienne transforme aussi notre rapport à l'échec. Quand un projet échoue malgré tes efforts, tu peux distinguer clairement. Ta préparation et ton engagement dépendaient de toi, et tu peux en être fier. Le résultat dépendait de multiples facteurs extérieurs, et tu peux l'accepter. Cette séparation empêche l'échec de devenir une atteinte à ton estime personnelle. Elle te permet de rebondir plus vite, en analysant objectivement ce qui était effectivement sous ton contrôle et ce qui ne l'était pas. Le temps lui-même peut être repensé à travers ce prisme. Tu ne contrôles pas le temps qui passe, mais tu contrôles comment tu l'utilises. Tu ne contrôles pas ton passé, mais tu contrôles l'interprétation que tu en fais aujourd'hui. Cette perspective stoïcienne sur le temps libère des regrets inutiles et des angoisses futures. Elle t'ancre dans le seul moment où tu as réellement du pouvoir, l'instant présent. Appliquée aux peurs modernes, cette règle devient un bouclier puissant. La peur du jugement, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. La peur de l'avenir, tu ne contrôles pas ce qui arrivera. Mais tu contrôles totalement comment tu te prépares, comment tu interprètes les événements et où tu places ton attention. En recentrant ainsi ta perspective, les peurs perdent leur emprise. Enfin, cette règle stoïcienne aboutit à une libération paradoxale. Plus tu acceptes ce que tu ne peux pas changer, plus tu deviens puissant dans ce que tu peux changer. Comme un arbre qui, en acceptant les vents forts, développe des racines plus profondes. Ta zone de contrôle interne peut sembler petite au premier abord, mais c'est en réalité le seul territoire où tu es véritablement souverain. Et cette souveraineté-là, personne ne peut te la prendre. La météo est un parfait exemple de cette frontière stoïcienne. Tu peux maudire la pluie qui gâche tes plans ou choisir d'apprécier son côté apaisant, mais en aucun cas tu ne peux la contrôler. Cette acceptation radicale de l'incontrôlable est le premier pas vers la sérénité.
Le stoïcisme ne suggère pas la passivité face aux événements, mais une distinction claire entre l'action utile et l'énergie gaspillée. Quand tu consacres tes efforts uniquement à ce qui est dans ta sphère d'influence, tu découvres une efficacité insoupçonnée. Les obstacles deviennent alors des occasions de tester ta flexibilité plutôt que des motifs de frustration. Cette mentalité transforme littéralement ta manière d'expérimenter le monde, car tu cesses de lutter contre des moulins à vent pour concentrer ta force sur ce qui compte vraiment. Prenons le domaine professionnel. Tu peux contrôler la qualité de ton travail, ton engagement, ta ponctualité, mais pas les promotions, les préférences de ton patron ou les fluctuations du marché. Celui qui comprend cette distinction travaille avec sérénité, donnant le meilleur de lui-même sans attacher son estime personnelle aux résultats extérieurs. Le paradoxe est que cette attitude détachée mène souvent à de meilleures opportunités, car elle se remarque par sa constance et sa fiabilité. Les stoïciens de l'Antiquité pratiquaient déjà cette forme de détachement actif, s'engager pleinement tout en restant indifférent aux récompenses. Dans les relations affectives, cette règle prend une importance cruciale. Tu peux contrôler ton amour, ton respect, ton écoute, mais pas les sentiments de l'autre. Combien de souffrances viennent de cette confusion? Le stoïcisme propose une approche plus saine. Aime sans exiger d'être aimé en retour, donne sans condition, mais fixe des limites claires à ce que tu acceptes de recevoir. Cette posture te protège à la fois du cynisme et de la dépendance affective. Elle transforme l'amour en un choix actif plutôt qu'en une attente anxieuse. Les émotions douloureuses elles-mêmes peuvent être apprivoisées par ce discernement. Une colère surgit, incontrôlable, mais tu décides si tu vas l'exprimer destructivement ou la transformer en énergie constructive. Une tristesse t'envahit, inévitable, mais tu choisis si tu vas noyer ou en faire un moteur de croissance. Ce petit espace de liberté entre le stimulus et ta réponse est le terrain d'entraînement du sage stoïcien. Plus tu élargis cet espace par la pratique, plus tu deviens maître de ton expérience intérieure. La maladie et la santé illustrent parfaitement cette dichotomie. Tu peux contrôler ton hygiène de vie, tes consultations médicales, mais pas ton patrimoine génétique ou les accidents de la vie. Le stoïcien ne nie pas la douleur physique, mais refuse de lui ajouter la souffrance mentale du « pourquoi moi ?» Cette acceptation n'est pas de la résignation, mais une forme d'intelligence pratique qui préserve l'énergie pour ce qui peut vraiment aider. Les traitements, le repos, les adaptations nécessaires. C'est ainsi qu'Épictète, boiteux depuis l'enfance, pouvait dire « La souffrance est supportable quand on cesse de se convaincre qu'elle ne devrait pas exister ». L'argent est un autre domaine où cette distinction apporte une libération immédiate. Tu peux contrôler tes dépenses, ton épargne, tes compétences professionnelles, mais pas l'inflation, les crises économiques ou les héritages. L'anxiété financière vient précisément de la confusion entre ces deux sphères. Le stoïcien pratique une forme de frugalité joyeuse. Il apprécie l'abondance sans en devenir dépendant, vit simplement sans se sentir pauvre. Cette flexibilité mentale face au bien matériel est peut-être l'une des leçons les plus précieuses pour notre époque consumériste. Les réseaux sociaux ont brouillé cette frontière essentielle. Nous réagissons aux likes et commentaires comme s'ils dépendaient de nous, alors qu'ils relèvent entièrement du choix des autres. Une pratique stoïcienne moderne consisterait à publier ce qui nous semble vrai et utile, puis à détacher notre satisfaction du nombre de réactions. Ce recentrage sur l'intention plutôt que sur la réception change complètement notre expérience du web. Il transforme les plateformes sociales en outils plutôt qu'en maîtres de notre humeur. Le temps qui passe est l'exemple ultime de l'incontrôlable. Pourtant, combien d'énergie gaspillons-nous à regretter le passé ou redouter l'avenir? Le stoïcien cultive une relation particulière avec le temps. Il planifie pour le futur, ce qui dépend de lui, mais ne s'angoisse pas des résultats incontrôlables. Il tire les leçons du passé, utiles, mais ne s'y enferme pas, stériles. Ce rapport équilibré au temps est peut-être l'un des cadeaux les plus précieux que puisse offrir la philosophie stoïcienne dans notre époque pressée. La mort elle-même, thème central de la réflexion stoïcienne, devient moins terrifiante quand on applique ce principe. Nous ne contrôlons pas le fait de mourir, mais nous contrôlons complètement comment nous vivons en attendant. Cette prise de conscience transforme la peur existentielle en motivation à vivre pleinement chaque jour. Comme le disait Sénèque,
Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. En concentrant notre attention sur ce qui dépend vraiment de nous, nos choix présents, nous échappons à l'angoisse de la finitude. Enfin, cette distinction stoïcienne offre une réponse puissante au sentiment d'impuissance contemporain. Face aux crises environnementales, politiques ou sociales, beaucoup oscillent entre l'activisme épuisant et le découragement paralysant. La voie stoïcienne propose une troisième option: agir sur ce qui est à ta portée, ton mode de vie, ton engagement local, ton cercle d'influence, sans t'épuiser à vouloir changer ce qu'il est moins. Cette approche réaliste évite le burn-out tout en maintenant une action cohérente avec ses valeurs. Elle reconnaît que les grands changements sont faits de petites actions individuelles, et que c'est précisément sur ces dernières que nous avons le plus de pouvoir. Règle 9. L'art subtil d'être ferme dans ses principes sans devenir rigide dans ses manières. Le stoïcisme est souvent mal compris comme une philosophie de froide indifférence, alors qu'il s'agit en réalité d'un équilibre délicat entre force intérieure et compassion. Être authentique ne signifie pas s'autoriser à blesser autrui sous prétexte de franchise. Marc Aurèle, cet empereur philosophe, nous rappelle qu'on peut être comme le rocher contre lequel les vagues se brisent sans cesse, tout en demeurant bienveillant. La véritable force stoïcienne consiste à tenir ses positions avec une douceur inébranlable, à être ferme sur le fond tout en restant flexible sur la forme. Prends l'exemple d'un désaccord professionnel. Tu pourrais écraser ton interlocuteur avec la froide logique de tes arguments, mais à quel prix? Le stoïcisme suggère une approche plus subtile. Exprime ta position clairement, tout en laissant à l'autre l'espace pour sauver la face. Cette élégance morale crée un respect mutuel bien plus précieux qu'une victoire écrasante. Souviens-toi que chaque personne que tu rencontres mène son propre combat invisible, comme toi. Cette prise de conscience tempère naturellement nos réactions les plus abruptes. La pression sociale teste particulièrement cette authenticité bienveillante. Lorsqu'on te pousse à agir contre tes valeurs, la tentation est grande de répondre par l'agressivité ou au contraire par la soumission silencieuse. Le stoïcien choisit une troisième voie, le refus poli mais inflexible. Imagine décliner un verre d'alcool avec un simple « non merci, ça ne me convient pas », sans justification excessive ni jugement sur ceux qui boivent. Cette manière d'être fidèle à soi sans imposer ses choix aux autres est la marque d'une maturité stoïcienne authentique. Nos paroles sont un domaine où cette règle prend tout son sens. Tu peux exprimer la même vérité de deux manières. Tu as tort ou je vois les choses différemment. La première version crée une opposition frontale, la seconde préserve le dialogue. Le stoïcisme ne nous demande pas de taire nos convictions, mais de les partager de manière à ce qu'elles puissent être entendues. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces choses. En soignant notre manière d'exprimer nos jugements, nous réduisons les conflits inutiles. Dans les relations familiales souvent chargées d'émotions, cette règle devient un outil précieux. Tu peux maintenir tes limites avec un parent envahissant sans le blesser inutilement, en séparant clairement la personne de son comportement. J'apprécie notre relation, mais j'ai besoin de prendre cette décision par moi-même, est bien plus constructif qu'un « laisse-moi vivre ma vie », chargé de colère. Le stoïcien sait que la forme compte autant que le fond lorsqu'il s'agit de préserver des liens importants. L'art de la critique constructive illustre parfaitement cette authenticité non brutale. Au lieu de dire « ton travail est médiocre », le sage stoïcien proposerait « voici ce qui fonctionne bien, et voici où je vois des opportunités d'amélioration ». Cette approche respecte à la fois la vérité, valeur stoïcienne fondamentale, et la dignité de l'autre, autre principe essentiel. Elle reconnaît que la croissance personnelle se nourrit mieux d'encouragement que de démolition. Les réseaux sociaux, où les échanges tendent à la polarisation, offrent un terrain d'entraînement idéal pour cette vertu. Avant de publier une réponse cinglante à une opinion contraire, le stoïcien se demande « cette réaction sert-elle réellement mes valeurs ?» Souvent, on découvre que le silence ou une question ouverte serait plus conforme à notre aspiration à la sagesse qu'une pique satisfaisante mais stérile. Même face à l'injustice, la réaction stoïcienne évite la brutalité inutile. Regarde comment Socrate, bien que non stoïcien, répondait à ses accusateurs avec des questions plutôt que des accusations.
ou comment Gandhi, influencé par le stoïcisme, opposait une résistance ferme mais non violente. Leur force venait précisément de ce refus de devenir ce qu'ils combattaient. Cette noblesse d'âme est au cœur de l'authenticité stoïcienne. En pratique, cultiver cette vertu demande un double exercice. D'une part, clarifier constamment ses valeurs profondes pour savoir ce qui mérite d'être défendu. D'autre part, développer l'empathie pour savoir comment les défendre sans écraser. Ce n'est pas un équilibre facile, mais chaque tentative nous rapproche de cet idéal où force et douceur ne s'opposent plus. Enfin, rappelons-nous que les stoïciens vénéraient la raison, pas l'orgueil. Parfois, la manière la plus authentique de défendre ses valeurs est de reconnaître ses propres erreurs avec grâce. Ce courage-là, celui de dire « je me suis trompé » aussi fermement qu'on dit « je maintiens ma position », est peut-être la plus belle expression de cette règle. Il unit l'humilité et la dignité, les deux ailes de la sagesse pratique. Règle 10. La liberté de vivre selon sa propre boussole intérieure. Chaque fois que tu renonces à une action par peur du regard des autres, tu donnes un peu plus de pouvoir à leurs opinions sur ta vie. Le stoïcisme propose une voie radicalement différente. Considère les jugements extérieurs comme du bruit de fond, aussi présent mais aussi peu important que le bourdonnement des abeilles dans un jardin. Cette liberté ne s'obtient pas du jour au lendemain, mais se construit pas à pas, comme un muscle que l'on entraîne. Au début, cela demande un effort conscient. Choisir délibérément d'agir selon ses valeurs malgré la peur. Puis, avec le temps, cette authenticité devient une seconde nature, et le poids des regards extérieurs s'allège considérablement. Imagine-toi marchant dans la rue avec une tenue qui te plaît, mais qui sort des normes sociales. La première fois, tu ressens peut-être un inconfort, une conscience aiguë des regards potentiels. Puis, jour après jour, en répétant cette action, quelque chose change. Tu remarques que le monde ne s'écroule pas, que les réactions des autres sont souvent bien moins intenses que ce que ton imagination avait projeté. C'est ainsi que fonctionne la désensibilisation stoïcienne. En exposant progressivement ton esprit à ce qui te fait peur, tu lui apprends que ses craintes sont largement illusoires. Le jugement des autres ne blesse que si tu lui donnes une importance qu'il ne mérite pas. Les stoïciens de l'Antiquité pratiquaient des exercices délibérés pour se libérer de la peur sociale. Ils se promenaient délibérément avec des vêtements modestes, mangeaient simplement en public, parlaient avec franchise. Ces entraînements avaient un but profond, prouver à eux-mêmes que leur valeur ne dépendait pas de l'approbation extérieure. Tu peux adapter ces exercices à ton époque. Exprime une opinion minoritaire dans une conversation, refuse poliment une invitation sans inventer d'excuses, porte ce qui te plaît vraiment. Chaque fois que tu surmontes cette peur, tu gagnes un peu plus de territoire intérieur. Il existe une ironie profonde dans notre quête d'approbation. Plus tu cherches à plaire à tout le monde, moins tu deviens intéressant. En revanche, quand tu commences à vivre selon ta propre boussole, une sélection naturelle s'opère. Tu attires les personnes qui t'apprécient pour qui tu es vraiment, et celles qui ne te correspondent pas s'éloignent d'elles-mêmes. Cette filtration naturelle est un cadeau inestimable. Marc Aurèle lui-même rappelait « Tout ce qui est approprié à toi te suivra comme une ombre ». En d'autres termes, lorsque tu deviens fidèle à tes principes, les bonnes choses viennent à toi sans que tu aies besoin de les poursuivre. La peur du jugement est souvent une projection. Nous imaginons que les autres passent leur temps à nous évaluer, alors qu'en réalité, chacun est trop occupé par ses propres insécurités. Cette prise de conscience est libératrice. Tu n'es pas le centre de l'univers des autres, seulement de ton propre univers. Le stoïcisme nous encourage à cultiver cette perspective réaliste. Les gens pensent à toi bien moins souvent que tu ne le crois, et quand ils le font, c'est généralement à travers le prisme de leurs propres préoccupations. Un exercice puissant consiste à distinguer les jugements objectifs des jugements subjectifs. Si quelqu'un critique ton travail avec des arguments précis, écoute, il pourrait y avoir une opportunité d'amélioration. Mais si la critique porte sur ton apparence, tes goûts ou ton style de vie, reconnais qu'il s'agit simplement d'une préférence personnelle déguisée en vérité absolue. Cette distinction te permet de rester ouvert au feedback utile tout en te protégeant des opinions arbitraires. Plus tu pratiques cette authenticité, plus tu découvres son effet secondaire merveilleux, un profond respect de toi-même. Ce n'est pas de l'orgueil,
mais la satisfaction tranquille de celui qui sait qu'il est en accord avec ses principes. Les stoïciens appelaient cela l'eudémonia, la floraison de l'âme qui vient lorsqu'on vit en cohérence avec sa nature profonde. Contrairement au plaisir éphémère de l'approbation sociale, cette satisfaction intérieure est durable et indépendante des circonstances extérieures. Les enfants avant un certain âge sont des maîtres dans cet art. Ils dansent sans se soucier de leur grâce, chantent sans craindre les fausses notes, expriment leurs émotions sans filtre. Puis la société leur apprend à surveiller chaque geste, chaque mot. Le parcours stoïcien est en quelque sorte un retour à cette spontanéité perdue, mais enrichie par la sagesse adulte, non pas l'insouciance de l'enfant, mais la liberté délibérée de celui qui a choisi ses valeurs et s'y tient. En fin de compte, cette libération de la peur du jugement ouvre les portes à quelque chose de bien plus précieux. La possibilité de devenir la meilleure version de toi-même, non pas celle que les autres attendent, mais celle que tu sens au plus profond de toi. Comme le disait Épictète, si tu veux t'améliorer, sois content qu'on te considère comme ignorant ou stupide. Car c'est seulement lorsqu'on cesse de jouer un rôle pour plaire qu'on peut véritablement grandir. Cette liberté-là n'a pas de prix. Elle est le fondement d'une vie où chaque choix, chaque action, chaque parole est alignée avec ton essence plutôt qu'avec des attentes externes. Et paradoxalement, c'est souvent en arrêtant de chercher l'approbation qu'on finit par inspirer les autres le plus profondément. La personne véritablement libre, ancrée dans ses valeurs mais ouverte au monde, devient sans le vouloir un phare pour ceux qui cherchent encore leur propre chemin.